déjà dans la salle, qui gère un site e-commerce pour lui-même ou pour des clients? D'accord, vous avez quand même pas mal. Donc là, en fait, le but, c'est de vous détailler plusieurs optimisations que je recommande. Donc, il y aura différentes choses que je vais vous présenter. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour toutes ces choses-là, sinon il me faudrait plus d'une journée pour vous présenter tout ça. Mais on va essayer de balayer un petit peu tout ce que je trouve pertinent et sur lesquels j'ai eu de très bons résultats. Donc on va balayer tout ça et après ça sera un petit peu à vous d'approfondir derrière. Là on n'a que 45 minutes pour ça. Donc pour me présenter rapidement, donc Nicolas Mercatilli, donc je viens de Montpellier. Aujourd'hui j'ai deux activités principalement, donc SEMJust pour la vente de liens et également WP Rank qui est donc on a un thème SEO pour PrestaShop, une extension d'offuscation. Donc SEMJust, bon, on est une agence plutôt orientée agence, c'est-à-dire on accompagne les clients vraiment sur la gestion de leur campagne pour gagner en popularité avec leur site. Je suis également donc ambassadeur PrestaShop, donc j'organise des événements pour PrestaShop et j'interviens pour eux, et également ambassadeur SEMrush. Donc s'il y en a qui sont de Montpellier, on est à Paris, mais s'il y en a qui sont de Montpellier, n'hésitez pas à venir me voir, j'organise pas mal d'afterwork sur Montpellier. On va commencer par quelques petits rappels. Donc on vous parle tout le temps de référencement et de Google. Google, il faut savoir qu'en France, c'est 94% donc, des recherches. Donc aujourd'hui, vous devez absolument cibler ce moteur-là. Et il faut savoir que 91% des clics se font sur la première page. Donc effectivement, si vous êtes sur la deuxième page ou au-delà, vous aurez très peu de visibilité. Vous devez absolument cibler la première page de Google. Pour deuxième petit rappel, pour anticiper tout ce qu'on va voir derrière, donc la pyramide du SEO, pour ceux qui n'ont pas trop cette notion-là encore en tête, vous avez deux types d'optimisation. L'optimisation donc on-site, qui va s'effectuer sur le site, on travaille sur le site, et l'optimisation off-site, on est en dehors du site. Donc on a la structure technique, qui va être principalement donc, le CMS que l'on va utiliser, et également le thème que l'on va utiliser, qui vont faire un petit peu le socle de la structure technique avec les paramétrages associés. Vous avez donc les contenus qui ont également beaucoup de poids pour l'optimisation de site. Et après, donc le chapeau, le haut, l'optimisation off-site, c'est la popularité. C'est ce qu'on va voir, c'est tout ce qui est stratégie de lien, c'est la partie EAT, etc. Donc on va y revenir en détail plus loin. Donc au niveau de la technique, TTFB. Est-ce que ça parle? Est-ce que ça vous parle, ça? Qui c'est qu'un... Non? Si? Deux personnes. Deux personnes dans la salle. En fait, c'est la durée, c'est le temps entre le moment où on demande d'accéder à une page et le moment où on accède à la page. Vous voyez, ici, donc là, on est sur un outil qui s'appelle Dairboost. Là, on voit qu'on est sur un site qui est quand même assez léger. La page d'accueil fait que 638 kg, donc on est sur un site qui est quand même très léger, qui se charge très vite. On a seulement 64 requêtes qui s'exécutent, donc ce sont les scripts qui vont s'exécuter au chargement de la page. Là, on est sur une page d'accueil, et on voit que là, l'hébergement est très long à réagir. Il met quasiment 1 seconde à réagir. Le premier octet, c'est vraiment le temps où le serveur va réagir et commencer à démarrer l'affichage du site. Donc ça, c'est l'outil Dairboost. Regardez sur votre site, c'est très important d'avoir un site qui soit très réactif et qui vous affiche la page instantanément. Après, on a le poids des images. Alors, il faut savoir que 75% du poids d'une page, ça va être les images. Vous devez absolument optimiser les images sur votre page. Le gros souci que je vois dans le e-commerce, c'est souvent la page d'accueil. La page d'accueil, c'est celle où vous allez rajouter des bannières, celle où vous allez rajouter des slides, etc. Nativement, les CMS vont souvent vous alléger les pages, les images que vous allez uploader, par exemple dans les catégories, dans les fiches produits, etc. Mais sur la page d'accueil, souvent, vous pouvez intégrer, et c'est souvent le cas, vous allez intégrer des visuels qui sont trop lourds. Et je me retrouve parfois avec des carousels, des sliders d'images, et on a des images qui vont défiler, qui font 2-3 mégas parfois en fait. Vous devez absolument alléger ça, et ça, vous pouvez le voir justement ici. Vous avez ici le poids des images sur l'outil Dairboost. Il y a d'autres outils qui peuvent le faire, mais regardez absolument le poids de votre page d'accueil. La page d'accueil, c'est la page la plus importante de votre site. Vous devez absolument l'optimiser. Donc le CMS, donc il existe différents types de CMS. Juste dans la salle pour un sondage, qui utilise PrestaShop ici? Ok, WooCommerce, Shopify,
Et les autres, qu'est-ce que vous utilisez? Magento? D'accord, ok. Donc le CMS est très important, vous devez vraiment optimiser et configurer au mieux le CMS. Il y a une gestion il y a la gestion des URL, il y a la gestion du cache, il y a quand même pas mal de choses dédiées à chaque CMS. Vous devez absolument intégrer un thème, et le thème a beaucoup de points, un thème qui soit vraiment responsive et qui soit léger. Bon, le responsive, je vous le dis, mais maintenant je devrais même plus en parler. Google aujourd'hui va regarder et indexer la partie mobile du site. Donc vous devez absolument avoir les mêmes contenus sur mobile que sur desktop, et vous devez avoir vraiment pour l'expérience utilisateur un site qui s'adapte parfaitement bien, une bonne navigation, que les paniers se passent bien, etc. Vous devez vraiment optimiser vos sites pour les mobiles. Le thème, qu'il soit le plus léger possible et qu'il exécute un minimum de requêtes. Tout à l'heure, on l'a vu sur les outils, on peut voir le nombre de requêtes qui vont s'exécuter. Donc, regardez le nombre de requêtes qui s'exécutent, regardez ce que vous pouvez éventuellement mettre en cache pour justement compresser tout ce qui peut être chargé, les JavaScript, les CSS, etc. Regardez également le balisage à chaîne. On le voit ici, le balisage à chaîne. Est-ce que ça vous parle, ça, le balisage à chaîne? Est-ce qu'il y en a ici? Levez la main pour voir qui regarde le balisage à chaîne de son site. À peu près la moitié de la salle. Donc pour les autres, vous avez un outil qui s'appelle Web Developer. Donc c'est un outil que vous rajoutez dans Chrome ou dans Firefox. Vous rajoutez donc Web Developer et vous allez pouvoir regarder la structure de votre site simplement en regardant le balisage à chaîne. Donc déjà, vous devez toujours avoir en premier le H1 qui est en haut de la page, et vous devez passer sur différents niveaux sans sauter de niveau. Simplement, il faut vous mettre à la place d'un moteur de recherche. Simplement en lisant ces titres-là, on doit comprendre le contenu de la page, ce qui nous attend sur la page. Il faut absolument avoir des titres parlants. Et sur la page d'accueil, souvent je vois bienvenue sur notre site. En termes de sémantique, c'est naze. On ne met pas bienvenue sur mon site. On essaie de bienvenue sur ma boutique de mode, bienvenue sur le numéro 1 de la chaussure à Lyon. Ça peut être n'importe quoi, mais essayez d'avoir des mots-clés géolocalisés ou des mots-clés qui soient associés à des requêtes. Donc au niveau des thèmes, donc comme je l'ai dit, le thème a vraiment un point important en termes de SEO, parce que le thème, c'est ce qui va se retrouver entre le CMS et se retrouver entre vos contenus. Si le thème a un code qui est beaucoup trop lourd, automatiquement, ça va venir un petit peu polluer le contenu. Donc, vous devez vraiment choisir un thème qui soit pertinent. Alors, pour Magento, certains m'ont dit Magento, je ne pourrais pas trop vous aider là-dessus. Mais pour PrestaShop, il y a le thème qui s'appelle SEO Presta, qui est vraiment bien optimisé pour ça. C'est la société Presta Module qui l'édite. Il y a également pour WooCommerce, et j'ai justement dans les cartons mon thème SEO Mag que moi je vais développer pour WooCommerce dans pas longtemps. Et pour Shopify, il y a un thème qui s'appelle Turbo, qui est très bien aussi. Donc voilà, donc PrestaShop, WooCommerce, Shopify, on a SEO Presta, SEO Mag et Turbo, qui sont trois thèmes qui sont assez bien optimisés, qui sont légers, rapides. On a de la notion d'obfuscation de liens, du siloing thématique, et tout ça, on va l'aborder un petit peu après, plus en détail. Donc je reviens sur la page d'accueil. Dans la page d'accueil, c'est la plus importante de votre site. Quand on va parler de vous, quand on va vous mentionner, on va automatiquement venir faire un lien vers votre page d'accueil. Donc la page d'accueil, elle doit vraiment être parfaitement optimisée. Elle doit déjà, en termes d'UX, répondre vraiment à l'intention de recherche. Il faut que tout ce que vous proposez sur votre site soit clairement visible depuis la page d'accueil. Il faut avoir du contenu. Donc là, on est sur un exemple où on a justement ici du contenu qui est présent sur la page d'accueil. Donc ce contenu-là, il est en bas. Donc il y a une technique qui est pas mal, ça s'appelle le flex CSS. Est-ce que ça parle à quelqu'un ici, le flex CSS ou pas? 3 personnes lèvent la main, 4, 5 personnes. Dans le flex CSS, c'est-à-dire on va différer les affichages suivant si c'est un moteur de recherche ou si c'est l'humain qui passe dessus. Là ici, je suis visiteur sur le site, je vois que j'ai donc le texte ici, et ça c'est le H1. Tout à l'heure on l'a vu, si je reviens en arrière, vous avez vu boutique de mode. Boutique de mode, il est en haut, pourtant je le trouve en bas. En fait, dans le code
qu'on va proposer à Google, automatiquement, on va lui mettre en haut le titre H1 et le texte en haut. Ça, bien sûr, on ne le met pas physiquement en haut parce qu'on arrive sur un site, c'est pas très sexy sur un site e-commerce d'avoir du texte en bas. Donc le flex CSS, c'est une technique qui vous permet justement d'optimiser tout ça. On essaie donc, on l'a dit, d'avoir un H1 qui est parlant. On essaie d'avoir à peu près entre 200 à 300 mots minimum. Et ici, vous devez avoir toute la sémantique de votre site. Tout ce que vous pouvez proposer et vendre, en gros, toutes les catégories de votre site, vous devez les résumer et les synthétiser ici. Tout simplement parce que tout à l'heure, je l'ai dit, quand on va parler de vous, on va faire un lien vers votre site. La sémantique du site qui vous fait un lien est importante. C'est-à-dire, si cette sémantique se trouve sur votre site et sur le site qui est distant, le lien aura plus de poids. Donc essayez dans ce texte-là, sur la page d'accueil, d'avoir une synthèse de tout ce que vous proposez sur votre site. Et je le répète, on évite les visuels trop lourds. Les slides, on les allège au maximum. Les visuels, les bannières, etc. On essaie vraiment d'avoir une page d'accueil qui soit la plus légère. On essaie de ne pas dépasser 2 mégas. Il y a différents outils. Il y a d'Airboost, il y a Pingdom, etc. Il y a GTmetrix. Essayez de ne pas dépasser 2 mégas pour votre page d'accueil. 2 mégas pour un site e-commerce, c'est très bien. Prenez un bon hébergement également. L'hébergement, souvent, les e-commerçants, quand ils se lancent, ils vont essayer de gratter un petit peu sur le coût de l'hébergement, en se disant, non, je ne vais pas y mettre trop cher, mais l'hébergement est très important. On l'a vu tout à l'heure, le TTFB, c'est vraiment la qualité de l'hébergement qui va le faire. Donc, n'hésitez pas à prendre un hébergement. Plus votre hébergement sera rapide, plus Google pourra crawler vos pages et les découvrir. Plus l'hébergement sera lent et moins Google pourra venir découvrir votre site. Donc, il est important d'avoir un hébergement qui soit rapide. Les pages catégories. Alors, ce sont souvent des pages qui sont négligées, mais moi, j'adore les pages catégories. Ce sont des super, on le voit, j'ai mis un avion, ce sont des super pages d'atterrissage, parce que sur une page catégorie, ces pages catégories, elles sont durables dans le temps. C'est des pages qui vont rester. Les pages, les produits, vous pouvez avoir une gamme de produits qui est éphémère, dont les produits, chaque année, vont changer suivant la saison. Donc, on a plus de mal à conserver les produits dans le temps. Une page catégorie, vous pouvez parfaitement les optimiser. Vous allez avoir un texte qui est en haut, donc qui soit suffisamment lent. Là, on ne le voit pas, mais il y a un petit bouton « Savoir plus » qui permet de déplier et d'avoir facilement 200, 300, 400 mots en haut. On a un texte également destiné au SEO qui est présent en bas. Donc ici, j'ai pour habitude de décrire au mieux ce que représente la catégorie. Et ici, je vais cibler sémantiquement la requête que je veux aller chercher avec cette page-là. Et ici, on se retrouve avec une page qui normalement serait pauvre en contenu. On a seulement 3 produits. Donc là, logiquement, sur n'importe quel site e-commerce, 3 produits, on a simplement un titre. Les descriptions, souvent les personnes n'en mettent pas ou ils mettent 2 lignes. On a les produits, on a les titres et c'est tout. Là, on a facilement 200-300 mots ici. On a les titres là, on a le résumé. Donc là, on est sur un PrestaShop. Dans PrestaShop, il y a le résumé produit qui est présent sur WooCommerce et je suppose sur Shopify aussi. Donc on va récupérer le résumé produit, on va le réinjecter également sur la page catégorie. Donc ça apporte du contenu supplémentaire. Et on a un texte rajouté ici en bas qui est plus orienté sur le SEO. Ce texte-là peut intégrer 200, 300, 400, 500 mots, 1000 mots. Et j'arrive à faire positionner sur Google des pages qui ont seulement 3 produits. Et ces pages viennent ranker parce qu'elles sont très riches en contenu, elles sont bien optimisées. Donc ne négligez surtout pas les pages catégories. On a vu la page d'accueil, les pages catégories sont vraiment très importantes également. La navigation à facettes. Donc les facettes, c'est ce que l'on retrouve donc souvent dans les colonnes latérales pour filtrer les différents produits. Le but c'est d'actualiser en temps réel une liste de produits. Ça permet d'optimiser, suivant comment on va gérer les facettes, on va optimiser vraiment le budget de crawl de Google. Le but, c'est de ne pas indexer toutes les facettes. Dès qu'on va filtrer, ça va générer une page ou une URL. On évite de venir indexer toutes ces pages-là. Alors les facettes, c'est un super, pour moi c'est génial parce que ça permet de rapidement de limiter le nombre de catégories. Et souvent je le vois, les personnes n'utilisent pas les catégories et ils vont multiplier les sous-catégories. Alors vous pouvez mettre beaucoup de sous-catégories, vous pouvez effectivement optimiser chaque sous-catégorie, etc., comme on l'a vu sur les pages catégories, mais c'est quand même beaucoup de boulot. Moi, je suis pour regrouper les produits par famille et essayer de filtrer au maximum avec les facettes. Vous voyez, je fais 2 mètres, je chausse du 48. Quand j'ai besoin d'une paire de chaussures, je vais sur sarenza.com. En 3 clics, je clique basket,
Je clique 48, non, homme, basket 48, et j'ai toutes les chaussures qui apparaissent en 48. Donc j'ai beaucoup de mal à me chausser. Mais sur Sarenza, j'ai facilement une cinquantaine de produits qui vont apparaître parce qu'ils ont mis un système de recherche à facettes. S'il n'y avait pas ça, je serais obligé d'éditer chaque produit, ouvrir, dérouler. Est-ce que cette chaussure est disponible en 48 ? Donc les facettes, c'est quelque chose qui est vraiment important d'utiliser, mais il faut l'utiliser correctement. Il y a deux notions. Donc il y a les facettes qui sont ouvertes et les facettes qui sont fermées. Donc suivant le CMS que vous avez utilisé, donc moi je connais très bien PrestaShop. Sur PrestaShop, il y a un module qui s'appelle Advanced Search 4. Ce plugin-là, donc il va remplacer la navigation à facettes de PrestaShop qui est native. Et sur ce module-là, vous pouvez générer des résultats donc, de facettes. C'est-à-dire vous allez sélectionner des combinaisons donc, de produits et vous allez dire je veux indexer ces pages-là. Donc toutes les autres pages que vous ne voulez pas indexer, elles ne seront pas indexées nativement. Et vous avez le choix de venir indexer certaines pages. Du coup, vous pouvez avoir des pages, des résultats de facettes qui vont venir s'indexer. Mais surtout, n'allez pas faire indexer toutes les pages, toutes les facettes qui vont se générer sur votre site. N'allez pas les faire indexer parce que vous allez polluer votre site de pages supplémentaires. Et Google va venir s'épuiser à essayer de crawler toutes ces pages-là. Autre chose également, la data enrichie, les microdonnées. Le but, c'est d'associer donc votre entreprise, votre société à votre site, mais également d'enrichir vos produits. On le voit ici, on est sur Google, on va faire une recherche pour un produit et automatiquement, vous voyez, on voit donc des étoiles, une note, des votes, etc. Là, on est sur un autre exemple, on est sur un site qui propose des recettes. Là, Google, il est capable de voir qu'on est sur un site de recettes et pareil, de proposer le temps de cuisson, le temps de préparation, les avis, etc. La micro-donnée est là pour attirer les visiteurs vers votre site. On va proposer un affichage un petit peu plus sexy, un petit peu plus enrichi pour essayer d'attirer le visiteur. Donc, ce n'est pas présent forcément sur votre site, mais c'est présent dans les résultats de Google. Donc c'est visuel, il y a également de la pertinence, il y a plus d'informations pour les internautes, ça va générer automatiquement plus de clics et surtout, il y a une meilleure compréhension de Google. Google, grâce à la data enrichie, il est capable de savoir quel type de page vous proposez derrière. Donc il existe différentes extensions pour cela, où vous pouvez aller directement sur le site schema.org pour voir un petit peu tout ça. On va voir maintenant donc, la partie contenu. Donc le but est de trouver les bons mots-clés pour enrichir vos contenus. Donc il y a un outil que j'aime bien chez SEMrush, c'est l'outil qui s'appelle Keyword Magic Tool. Donc lui, il va vous aider à définir les requêtes qui sont recherchées, qui intègrent vos mots-clés, et il va également donner donc, les mots-clés associés à vos mots-clés. Donc une fois qu'on a fait ces recherches-là, qu'on a réussi à identifier quels seraient les mots-clés qui seraient pertinents et que l'on pourrait associer à son site, ces mots-clés, on va se dire, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les associe à une page déjà existante? Est-ce que j'ai une page qui répond déjà un petit peu à ces mots-clés-là? Ou est-ce que je vais créer de nouvelles pages pour justement cibler ces mots-clés ou une intention de recherche, etc. Donc, ce que vous pouvez faire après, c'est regarder déjà sur SEMrush aussi. Vous allez regarder sur SEMrush quels mots-clés vous avez déjà de positionner, quels sont les mots-clés associés à vos pages, et vous allez déjà voir un petit peu quelles sont les pages qui ont le plus de potentiel, quelles sont les pages qui sont déjà positionnées, et quels mots-clés vous pourrez rajouter éventuellement à ces pages-là. Donc n'hésitez pas à regarder l'optimisation de vos pages catégories. Tout à l'heure on l'a vu, les pages catégories, j'insiste là-dessus. Les pages catégories, ce sont de très bonnes pages qui sont souvent sous-optimisées. Regardez un petit peu sur quoi elles sont référencées, quels sont les mots-clés qui sont positionnés, et essayez de venir les enrichir. Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, le texte qui est présent en bas, donc ce n'est pas forcément natif aux solutions, mais avec un petit peu de code ou des modules que vous pouvez acheter comme sur PrestaShop ou sur certains thèmes. Certains thèmes le proposent nativement, comme le thème SEO Presta sur PrestaShop. Vous pouvez venir intégrer ces contenus-là et enrichir grandement vos pages. Une deuxième chose, c'est la rédaction sémantiquement optimisée. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a ici des personnes qui utilisent des outils de rédaction sémantique? Allez, vous êtes 8, 9 à vrai.
Donc les autres, hein, il faut vous y mettre. Hein. La rédaction sémantique, hein, c'est vraiment un levier qui est puissant. Il y a différents outils. Donc là, j'ai mis l'exemple de Utext Guru. Vous avez également SEO Quantum et vous avez également 1.fr. Ce sont 3 outils de rédaction sémantique. Le but, et on cible une recherche. Donc là, j'ai ciblé la recherche chaussures en cuir noir. Et là, je vais avoir le champ lexical, c'est-à-dire les mots-clés associés à mon mot-clé. Et on voit ici que j'ai cuir, chaussures, noir, prix, homme, boots, couleur, femme, basket, etc. Donc il y a des fois des choses qui ne sont pas forcément pertinentes, mais on a quand même pas mal d'expressions qui ressortent. On a également ce qui peut sortir les entités nommées, ce sont les marques. Hein. On voit Tommy Hilfiger, Doc Martens, UGG, Nike, etc. Donc tout ce qui est présent ici, à vous de faire le tri de ce qui est pertinent ou de ce qui ne l'est pas. Et tous ces termes-là, il faut essayer de les intégrer en quantité suffisante dans vos contenus. Donc vous allez enrichir vos contenus déjà existants avec ces mots-clés-là. Et cet outil-là va vous permettre de vous donner la pondération de chaque mot-clé. C'est-à-dire on ne va pas pondérer, il y a quelques années, il fallait répéter chaussures en cuir noir 10 fois sur sa page pour venir ranker dessus. Maintenant c'est fini. Hein. On arrête le bourrinage de mots-clés. Maintenant on vient utiliser le champ lexical. Et Google trouve ça pertinent. On vient répondre à Google RankBrain pour ça. Vous devez également optimiser dans le balisage, on l'a vu tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on a vu la partie H1. Vous avez également les balises titres. Alors ça, bon, je le répète, mais je ne devrais pas forcément de vous le dire. La balise titre, elle a 70% de poids d'une page, elle est très importante. La balise titre, vous devez automatiquement les saisir manuellement pour avoir quelque chose de le plus pertinent possible. La métadescription, elle est plus, là, pour faire du marketing et attirer le visiteur qui serait sur Google. Hein. Elle n'a pas de poids en termes de SEO, contrairement à la balise titre. Le H1, on l'a vu tout à l'heure, il faut qu'il soit le plus proche donc de la réalité, de ce que propose vraiment votre page, et il est complémentaire à la balise titre. Donc, que ce soit la balise titre, les métadonnées, les H1 ou les haltes sur les images, tous ces éléments-là doivent être uniques. Vous ne devez pas avoir des balises qui soient dupliquées entre les différentes pages. Vous devez lutter contre la duplication de contenu. C'est un gros fléau. Donc vous avez la duplication de contenu interne et la duplication externe. Interne, ça va être des produits qui seront trop proches. Hein. Vous vendez des produits qui sont très proches, donc on a une fiche produit qui est très ressemblante. Ben, on évite, on essaie de fusionner les produits, de créer des déclinaisons. Vous avez des catégories, pareil, vous multipliez les catégories, elles sont trop proches et pareil, on peut avoir de la duplication de contenu entre ces catégories-là. Donc c'est là où on va utiliser justement la navigation à facettes. Et vous avez un fléau qui est le plagiat, c'est-à-dire des personnes, vous allez travailler votre fiche produit, vous vendez un produit qui est grandement vendu, hein, vous vendez une paire de chaussures que beaucoup de revendeurs ont présent également sur leur site. Et vous allez prendre le temps de rédiger une belle fiche, de l'optimiser sémantiquement, et puis vous avez quelqu'un qui va trouver plus facile de venir copier le contenu de votre fiche, le mettre sur son site, et là vous avez du contenu dupliqué externe parce que la personne est venue vous piquer le contenu. Donc il y a des outils qui permettent de le détecter, comme Kill Duplicate, que vous le connectez à votre site, et automatiquement il va constamment regarder s'il n'y a pas des contenus de votre site présents sur d'autres sites, il vous prévient et il vous aide à contacter les personnes, à faire une dénonciation auprès de Google, etc. Et vous avez également les places de marché. Qui vend ici sur les places de marché, en parallèle de son site? Donc vous êtes quelques-uns, pas beaucoup. Donc ce qu'il faut savoir, quand on est sur des places de marché, on doit avoir un contenu différent. Vous ne devez pas copier le contenu de votre page produit sur les places de marché parce que vous allez vendre sur Amazon. Amazon a une grosse autorité. Votre fiche produit va venir se positionner sur Amazon et votre site va disparaître parce que c'est une copie. Donc vous avez un contenu unique sur votre site et vous avez un contenu pour les différentes plateformes. Vous ne faites pas un contenu différent par place de marché. Vous avez un contenu pour votre site et un contenu pour toutes les places de marché. Au niveau des silos, est-ce que ça vous parle, les silos, les silos sémantiques? Dans les silos sémantiques, le but est de rendre étanche et de cloisonner les différents univers sur son site. Pour vous expliquer cela un petit peu plus en détail, ici on visualise un site e-commerce, on a la page d'accueil qui est ici, là j'ai la version française, là j'ai la version anglaise. Et là on rentre dans les différentes catégories, on voit qu'on a un univers différent à chaque fois. Le but sur les silos, on est sur la page d'accueil, on imagine que c'est la page d'accueil, on rentre dans un silo,
Si je veux rentrer dans un autre silo, je suis obligé de re-rentrer par la page d'accueil et de redescendre. On ne peut pas passer d'une page interne à une page interne dans notre silo. Je vends des chaussures, je vends des t-shirts, il n'y a pas de lien entre deux produits différents d'un même silo. Le fait de simplement mailler les produits d'une même catégorie entre eux est réellement pertinent. J'ai fait monter des sites à une vitesse grand V grâce à ça. Donc ça, oui, vous avez un outil, j'ai oublié de le préciser, vous avez Screaming Frog, qui est un outil qui vous permet de visualiser cela. Pour allier donc SEO et UX, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, il y a l'obfuscation de liens. Alors, est-ce que ça vous parle, l'obfuscation de liens? Qui c'est qui... Oui, 2, 3, 4 personnes, 5, 6... Ah, il y a quand même pas mal de personnes qui ont levé la main. Donc c'est très bien. L'obfuscation de liens, c'est une technique qui permet d'allier UX et SEO. On va afficher des liens donc aux internautes et on va masquer ces liens aux robots. Donc pour ça, il y a quelqu'un qui fait une conférence en même temps que moi qui s'appelle Patrick Valibus, qui est dans la salle à côté, qui est spécialisé là-dedans. Lui fait beaucoup d'obfuscation et de cloaking. Il est spécialisé Magento d'ailleurs pour ceux qui ont levé la main tout à l'heure pour Magento. Donc l'obfuscation de liens, mais clairement, je laisse par exemple les liens dans un méga menu. Donc un méga menu, c'est catastrophique pour un site. Quand on est sur une page d'accueil, dès qu'on prend le méga menu, c'est une catastrophe parce qu'on va venir prendre tous les liens qui sont présents dans le méga menu et diluer le jus de la page d'accueil un petit peu partout. Donc l'obfuscation, on peut dire je vais laisser seulement les entrées de mes silos qui sont présents en haut et sur la page d'accueil, je vais venir masquer, obfusquer tous les liens. Donc ce sont des liens qui sont proposés sous forme de boutons JavaScript. En termes de visuel pour l'internaute, ça ne change rien, mais c'est des boutons JavaScript encodés en base 64. Ça vous permet de vraiment optimiser le maillage interne de votre site. Pour également tout ce qui est les pages dormantes, ce sont des pages qui sont sur votre site, qui ont des faibles performances SEO, qui n'ont pas ou peu de trafic, et votre site est souvent pollué à cause de ces pages-là. Il faut savoir que Google juge la qualité d'un site via la globalité de ses pages. Donc si vous avez des pages qui sont dormantes, qui ne génèrent pas de trafic, pas de visibilité, etc., ces pages-là pénalisent automatiquement votre site. Donc vous devez traquer ces pages-là. Vous avez différentes façons de le faire. Vous pouvez regarder sur Google Analytics les pages qui ne génèrent pas de trafic. Donc sur Analytics, vous allez regarder toutes les pages qui n'ont pas eu de visite, par exemple, pendant un an. Où vous avez l'outil d'Olivier Dufès qui est pas mal, que j'aime assez bien parce qu'il nous dégrossit la chose, My Ranking Metrics. Lui, il va carrément scanner votre site, vous connectez votre compte Analytics, et il est capable de vous dire quelles sont les pages qui sont sous-optimisées. Donc il va également vous dire si effectivement s'il faut optimiser la balise titre, la métadescription, le H1, etc. Il va vous donner pas mal d'informations sur l'optimisation, mais il va vous dire quelles sont les pages qui sont clairement entre guillemets zombies. Donc j'aime bien le terme d'Olivier Dufès, il appelait ça c'est les pages zombies, c'est clairement le terme, c'est des pages qui sont dormantes. Il faut essayer donc de les détecter et de les traiter. Donc pour les traiter, il y a différentes solutions. Où ces pages-là, on décide de les conserver et on les optimise. Donc on les enrichit sémantiquement, on met une belle balise titre, on va essayer de les mailler un peu plus proche de la page d'accueil. Ou on les fusionne, peut-être que cette page-là, qui n'est pas pertinente, je peux la fusionner avec une autre, donc je fais une redirection 301 de cette page-là vers une autre page, ou carrément, je les supprime et je les désindexe, tout en faisant également une redirection. Le maillage et le linking. Donc il faut savoir que le linking, le netlinking, c'est la base de l'algorithme de Google. Google aujourd'hui mesure la popularité d'un site via les liens qu'il reçoit. Donc les liens ont beaucoup de poids dans l'algorithme de Google, mais c'est ce qu'il regarde énormément et c'est ce qu'il essaie de pénaliser quand c'est mal fait. Donc on va voir le différent maillage qu'il y a. Il y a du maillage interne et du maillage externe. Donc on le voit sur cette représentation. On a la page d'accueil d'un site. Là, je suis sur mon site. Là, j'ai des catégories, une catégorie, 2, 3, 4 catégories. Donc là, on est sur une structure en silo. Donc là, on rend étanche les différentes catégories. Donc on ne peut pas passer de ce produit-là, je ne peux pas passer ici. Votre site, tout à l'heure, je vous l'ai dit, la page d'accueil, c'est la page la plus importante de votre site. C'est la page qui va recevoir le plus de liens. Donc on va recevoir des liens, on reçoit du jeu SEO qui arrive sur la page d'accueil, mais on peut recevoir également du jeu SEO qui arrive sur des pages internes. On n'est pas obligé de recevoir tout le temps du jeu SEO sur la page d'accueil. Tout ce jus que vous allez avoir qui arrive de l'extérieur, il va être redistribué sur votre site via le maillage interne. Il faut savoir que la page d'accueil, comme je l'ai répété déjà 2 ou 3 fois, c'est la plus importante parce que c'est elle qui va recevoir
énormément de liens. Quand on parle de vous, le plus souvent quand on parle de vous, on va citer donc votre marque et on va faire un lien vers votre page d'accueil. Dans la page d'accueil, on en revient au fameux méga menu. On évite d'avoir un gros méga menu présent en haut de la page parce que du coup, tout ce jus, il arrive là. Et au lieu de l'envoyer sur les pages les principales, on va arroser sur toutes les pages, sur toutes les sections. Donc le méga menu, c'est la pire chose que vous pouvez intégrer à votre site. Hein. Bon là, le problème, j'ai dit ça, donc si je dis maintenant qu'il y a un méga menu, personne ne va lever la main, mais bon, on va quand même tenter qu'il y ait un méga menu ici dans la salle. Il y a quand même plusieurs, ouais. Donc essayez de venir obfusquer cela en fait. Clairement, le méga menu, c'est une catastrophe parce que votre jus, il est complètement dilué et simplement en venant neutraliser ce méga menu via de l'obfuscation ou via du cloaking. Hein. Il faut savoir que tous les sites tels que Darty, la Fnac ou Cdiscount, tous ils ont des méga menus, mais ne croyez pas qu'ils soient visibles. Ils sont tous cloqués en fait. Hein. Vous allez voir le cache sur Google et vous verrez que tous ces sites-là ont cloqué ou obfusqué automatiquement leur méga menu. Pareil pour les fat footers. En fait, le but, c'est qu'il faut éradiquer tous les liens que vous avez dans les parties communes au site. Donc, c'est la barre latérale, c'est l'entête et c'est le pied de page. Tous les liens qui sont présents ici, il faut les limiter au maximum et il faut essayer de les neutraliser. Parce que voilà, plus mieux vous redistribuerez votre jus, mieux ce sera. Et la distribution du jus sur la page d'accueil doit se faire principalement via les éléments qu'on va positionner sur la page d'accueil. On limite les éléments sur donc, les parties communes et on essaie de venir mettre en premier ce qu'il faut pousser depuis la page d'accueil. Du coup, Google passe sur votre site, il prend l'entête, il prend le menu où il y a très peu de liens dedans, seulement les entrées des silos, parce que les autres, ils ne les voient pas. Il arrive sur la page d'accueil et là, il va avoir des fiches produits, il va avoir une bannière avec un lien vers une section importante, il va prendre tous ces liens-là et vous allez optimiser la distribution du jus en fait. Donc, ce que vous devez retenir de ça, il faut vraiment faire attention à son maillage interne et redistribuer correctement le jus. Et au niveau des liens externes, c'est pas la course au nombre de liens, on ne va pas essayer de chercher d'avoir un maximum de liens, on essaie d'avoir des liens pertinents, de sites intéressants, qui sont lus, qui sont pertinents dans votre thématique. Et on reste dans votre thématique. Hein. La sémantique est très importante. Vous devez avoir des liens qui viennent de sites du même univers que le vôtre. Le maillage interne, bon, j'en ai pas mal parlé tout à l'heure. Donc voilà, vous devez vraiment y faire attention et transférer correctement tout ce jus-là. Et je regarde ce que je m'étais mis en note. Non, en fait, tout ce que je voulais vous dire ici, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, essayez de limiter le nombre de liens. Évitez d'avoir plusieurs liens qui passent d'une même page à une autre, en fait. Par exemple, le meilleur exemple, c'est les pages catégories. Quand on est sur une page catégorie, on a la photo du produit, on a le titre du produit et on peut avoir un texte en résumé. Souvent, vous avez trois liens. Un lien sur la photo, un lien sur le titre, un lien sur le texte. Vous allez diviser en trois le jus que vous envoyez vers la page produit. Vous devez avoir un seul bloc, l'élément cliquable pour aller vers un produit, ça doit être un seul bloc avec un lien. Pareil sur un blog, et si vous avez un blog, on a souvent la photo, le titre et le résumé du blog, et vous avez trois liens qui sont présents dessus. On a un seul lien qui englobe cette zone cliquable et qui renvoie vers une autre page. Donc, le linking externe, hein, donc les fameux backlinks, donc je l'ai dit, c'est la base de l'algorithme de Google. C'est un petit peu comme dans la vie réelle. On me fait signe qu'il reste 3 minutes, c'est parfait, je suis pas mal dans le timing là. Donc c'est comme dans la vie réelle, plus on va parler de vous, plus vous serez célèbre. Sur le web, plus vous allez recevoir des liens de qualité, plus vous aurez de l'autorité et mieux Google vous notera et vous positionnera. Donc, qu'est-ce qu'un bon lien? J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait faire attention aux liens. Qu'est-ce qu'un bon lien? C'est un lien qui est dans un même univers, dans une thématique qui est proche. C'est sur un site qui est populaire. On est sur un site de même langue. On est sur une page indexée. Hein. Recevoir un lien d'une page qui n'est pas indexée, il n'y a aucune pertinence. La page qui vous fait le lien doit être peu profonde. Hein. Il faut savoir, tout à l'heure on l'a vu, il y a une distribution de jus interne. Si le site distant a un lien sur une page qui est orpheline ou qui est très profonde, mais ce n'est pas la même chose que si le lien il est proche de la page d'accueil du site distant. On essaie d'avoir une URL qui soit stable. Hein. On évite d'avoir des URL qui vont tourner sur la page. Vous avez certains annuaires, par exemple, où les URL tournent suivant le nombre de publications qu'il y a dessus. C'est un petit peu les chaises musicales.
Le lien doit être en do-follow pour transmettre de la popularité. On essaie d'avoir des sites qui soient variés, les types de sites, je ne parle pas des thématiques, mais les types de sites qui soient assez variés. Et surtout, on essaie de tenir compte de l'écosystème du site. Le site qui vous fait un lien doit avoir ce qu'on appelle de l'EAT, et ça, on va le voir juste après. On essaie de traquer les pages 404. Une page 404, c'est un très mauvais signal. On essaie de les traquer. Il faut savoir que si vous recevez un lien vers une page 404, il n'y a pas de transmission de jus. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait rediriger les pages zombies qu'il fallait absolument éradiquer. Vous devez faire la même chose pour une fiche produit. Par exemple, si vous avez une fiche produit, un produit qui n'est plus disponible, vous n'allez pas simplement supprimer le produit. Vous allez rediriger ce produit vers une autre page, vers un autre produit. Et ça, tous ceux que je vois, que j'accompagne régulièrement, mais je vois très bien qu'ils ne le font pas. Le produit plus disponible, je le supprime. Non, on le redirige parce que peut-être qu'il y avait un lien qui arrivait vers cette fiche produit-là. En le redirigeant, on récupère ce jus SEO sur la page qui sera redirigée. Et également, Google qui avait indexé cette page-là, il n'est pas perdu, il ne prend pas une 404. Les 404, c'est un mauvais signal, il va rediriger automatiquement les utilisateurs. La dernière chose, c'est l'EAT. Est-ce que ça vous parle, ça, Google EAT ? Levez la main pour voir un petit peu. Voilà. Alors ça, c'est un gros virage de Google. C'est une mise à jour majeure de l'algorithme, et je vais finir par ça. Donc, expertise, autorité, trust. Trust pour crédibilité. Donc, c'est une grosse évolution, et c'est associé à RankBrain. Le but, c'est de favoriser les sites qui ont de la crédibilité. Vous devez proposer sur votre site à vous des contenus qui soient de qualité. Vous devez avoir maintenant une vraie stratégie éditoriale. Vous devez être populaire dans votre milieu, c'est-à-dire vous avez votre site, vous avez une marque, ou votre marque ou votre personnage à vous qui est derrière le site doit être populaire et doit avoir de l'autorité, parce que ça va être retransmis automatiquement vers le site. Vous devez inspirer de la confiance et avoir un site qui est pro. On ne doit pas se poser de questions quand on arrive sur votre site. Vous devez recevoir des liens, mais aussi envoyer des liens. C'est-à-dire, beaucoup de personnes font un petit peu de la rétention à ça, parce qu'ils ont peur de perdre du jus, mais envoyer un lien vers un site d'autorité, donc vers un site de fabricant ou de fournisseur, etc., c'est un très bon signal également. On reçoit des liens, mais on peut aussi envoyer des liens. Vous devez absolument travailler vos réseaux sociaux. Google doit identifier des réseaux sociaux et les associer à votre site. Vous devez créer une page Google My Business. Il y a vraiment beaucoup d'autorités qui passent par ça, en fait. Google My Business, aujourd'hui, était vraiment un très bon signal de confiance, et vous devez correctement optimiser cette fiche-là. Pour ça, j'ai une conférence que j'avais donné, un webinaire en ligne que j'avais donné chez SEMrush. Si besoin, allez voir sur SEMrush en tapant mon nom, Nicolas Mercatili. Il y a un webinaire où j'explique vraiment comment optimiser Google My Business. Ça a vraiment beaucoup de poids pour les recherches locales, mais pas que, pour l'autorité de votre site. Et après, essayez d'écrire un livre, de donner des conférences, de participer à des interviews. Faites-vous connaître, faites du bruit autour de votre site. Voilà, Google EAT, c'est faire du bruit autour d'un site. On n'a pas seulement un site qui est sur le web, on fait du bruit autour. Et quand on tape votre nom de marque, vous devez inonder les premières pages de Google. Vous tapez par exemple mon pseudo que j'ai utilisé au tout début, quand je me suis lancé, j'utilisais le pseudo Créanico. Vous tapez Créanico, je viens occuper les 4 premières pages de Google qu'avec des profils différents sur le SEO Campus, les PrestaShop Day, les WordCamp, la CCI de Montpellier, etc. Ouais, je viens inonder vraiment le web avec ce nom de marque-là. Et ça, c'est un gage d'autorité. Voilà, j'ai terminé, je suis dans le timing. Merci pour votre attention.